Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. En 1731, notre Benjamin participe à la création aussi de la première bibliothèque publique par abonnement dans les colonies américaines. C'est incroyable, hein, ça va à une vitesse là-bas. Les membres cotisent pour acheter des livres que tous peuvent consulter. L'objectif est clair, permettre à des citoyens ordinaires d'accéder au savoir. Quelques années plus tard, il contribue à créer une compagnie de pompiers volontaires destinée à lutter plus efficacement contre les incendies qui ravagent régulièrement les villes coloniales. Il participe également à la fondation d'un hôpital public, d'une académie qui va devenir l'Université de Pennsylvanie tout simplement, d'une société philosophique consacrée aux sciences. Ces institutions illustrent encore une fois la vision de Benjamin Franklin, une société dans laquelle les citoyens prennent eux-mêmes l'initiative d'améliorer leur communauté. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Vous voyez d'où ça vient tout ça ? Dans cette ville en pleine expansion, Benjamin Franklin devient progressivement une figure centrale. Sa réussite économique lui permet de se retirer relativement jeune de ses affaires et de se consacrer à des activités intellectuelles et politiques. C'est aussi à Philadelphie qu'il mène les recherches scientifiques qui vont le rendre célèbre dans toute l'Europe, j'allais dire dans le monde entier. Ses expériences sur l'électricité, notamment celles qui démontrent la nature électrique de la foudre. Tout ça va lui valoir une renommée internationale. Les académies scientifiques européennes le célèbrent, ses travaux sont traduits et diffusés. Et du coup, en quelques années, l'ancien apprenti imprimeur devient à la fois un entrepreneur prospère, un savant reconnu et un acteur majeur de la vie civique de sa ville. Philadelphie, c'est donc bien plus qu'un simple lieu de résidence pour Benjamin Franklin, vous avez compris. C'est vraiment le laboratoire dans lequel il met en pratique ses idées sur la société. Une ville où on peut expérimenter des institutions nouvelles, développer l'éducation, encourager la participation civique et améliorer la vie collective. En ce sens, l'histoire de Benjamin Franklin à Philadelphie préfigure celle de la nation américaine elle-même, une société fondée non sur les privilèges de naissance, mais sur l'énergie des citoyens, leur capacité d'initiative et leur volonté de construire ensemble des institutions qui seraient utiles à tous. En 1776, je ne reviens pas sur la Révolution américaine, cette révolution, à ce moment-là, est quand même loin d'être gagnée. Depuis un an, les 13 colonies insurgées affrontent la première puissance militaire et navale du monde, la Grande-Bretagne. Les armées britanniques disposent d'une flotte immense, d'une armée professionnelle, de ressources financières que vous imaginez bien considérables. Les Américains, eux, manquent de tout, d'argent, d'armes, de poudre, de navires. George Washington lui-même le sait, sans aide étrangère, la Révolution a très peu de chances de survivre. Et donc, dans cette situation critique, le Congrès continental, prend une décision capitale, envoyer un émissaire en Europe pour obtenir le soutien de la France, l'ennemi donc traditionnel de l'Angleterre. Et le choix se porte sur Benjamin Franklin. Alors, ce choix peut sembler paradoxal. Franklin a déjà 70 ans, il souffre de la goutte et de calculs rénaux. C'est plus un jeune révolutionnaire fougueux, mais un vieil homme fatigué maintenant. Pourtant, il possède un avantage décisif. En Europe, comme je vous le disais, il est très célèbre. Depuis ses expériences sur l'électricité et la foudre, c'est l'un des savants les plus connus du monde. Ses travaux ont été publiés en France, ses idées circulent dans les académies scientifiques, dans les salons intellectuels. Aux yeux des Européens, il est l'incarnation même du philosophe des Lumières. Et quand il arrive en France, à la fin de 1776, il devient presque immédiatement une sensation. Partout où il passe, les foules veulent l'apercevoir. À Nantes, on organise un bal en son honneur. À Paris, son portrait circule dans les salons aristocratiques. Des médaillons sont frappés à son effigie, des gravures sont reproduites, son visage apparaît sur des objets, des bijoux et même des tabatières. Notre Benjamin Franklin écrit à sa fille que son visage est désormais aussi connu que celui de la Lune, je cite. Cette popularité n'est pas un simple phénomène mondain, ça devient vraiment une arme diplomatique et il va s'en servir comme ça. Il comprend parfaitement la fascination que les élites françaises éprouvent pour l'Amérique. Aux yeux des philosophes européens, le Nouveau Monde représente une société plus simple, plus naturelle, moins corrompu finalement que les monarchies de l'Ancien Régime. C'est dangereux ça, c'est ce type d'idée qui commence à circuler. Et Benjamin Franklin va jouer de cette image avec une intelligence remarquable.
Il adopte volontairement une apparence simple, vêtements modestes, cheveux naturels, bonnet de fourrure. Dans les salons de Versailles où les aristocrates portent des perruques poudrées et des habits brodés d'or, lui apparaît comme une sorte de sage venu du Nouveau Monde. Et cette image est en fait une image soigneusement construite. Et il comprend que la diplomatie ne se joue pas seulement dans les négociations officielles. Elle se joue aussi dans quelque chose de très important à cette époque-là, l'opinion publique. Il fréquente les salons philosophiques, il rencontre les intellectuels, il échange avec les économistes physiocrates, il correspond avec les penseurs des Lumières, et peu à peu, il transforme la cause américaine en cause européenne. Ça vous rappelle rien ? Pour lui, la révolution américaine, je dis ça avec le sourire bien sûr, n'est pas seulement une rébellion coloniale, c'est un combat pour la liberté universelle, déjà. Dans ses lettres, il affirme que la lutte des Américains est, je cite, « la cause de toute l'humanité » et que les colonies se battent pour la dignité et le bonheur de la nature humaine, rien de moins. Mais Benjamin Franklin ne se contente pas d'idéalisme. Il comprend aussi parfaitement les calculs géopolitiques. Depuis des siècles, la France et l'Angleterre sont rivales. La guerre de 7 ans qui s'est achevée en 1763 a été une humiliation pour nous. On a perdu, vous savez, la plupart de nos colonies en Amérique du Nord. Pour les dirigeants français, soutenir la révolution américaine, ce serait un peu une manière de prendre notre revanche, d'affaiblir durablement l'Empire britannique. Et Benjamin Franklin joue habilement sur ces deux registres, l'idéalisme des Lumières et les intérêts stratégiques de la monarchie française. Et dans ses mémoires, adressés au ministre des Affaires étrangères, le comte de Vergennes, il explique que si la France aide les Américains, l'Angleterre perdra ses colonies et sa puissance commerciale, ce qui modifiera profondément l'équilibre des forces en Europe. Mais vous le savez, la France hésite. Le royaume est financièrement affaibli, pour pas dire dans la gêne, et craint de provoquer une nouvelle guerre avec l'Angleterre, ce qui ne nous aiderait pas. Pendant plusieurs mois, Vergennes se contente d'une aide discrète, des prêts secrets, des armes envoyées clandestinement, l'autorisation pour les navires américains d'utiliser les ports français. Et Benjamin Franklin patiente. Il sait très bien que le moment décisif va venir lorsque les Américains remporteront une victoire militaire capable de convaincre la France que la révolution peut réussir. C'est amusant parce que on va dire entre 39 et 41, c'est à peu près ce qui s'est passé. En gros, mais dans l'autre sens. C'est les Français et les Anglais, et surtout les Anglais, qui ont essayé de convaincre les Américains de venir, et ça a mis un peu de temps. Donc il sait que quelque chose se passera. Et cette victoire survient en 1777 avec la bataille de Saratoga. Pour la première fois, une armée britannique entière capitule devant les insurgés américains. Et la nouvelle parvient rapidement, vous pensez bien, à Paris, et cette nouvelle change tout. Soudain, la révolution américaine n'apparaît plus comme une révolte, condamnée à l'échec, elle devient un pari stratégique crédible. Et là, les négociations s'accélèrent. Le 6 février 1778, vous avez 2 traités qui sont signés. D'abord un traité d'amitié et de commerce, ce qui est important, et surtout un traité d'alliance militaire entre la France et les États-Unis. C'est quand même un tournant majeur de la guerre. Parce que grâce à cette alliance, les Américains obtiennent des ressources considérables, des prêts financiers, on n'a pas un sou mais c'est pas grave, des armes, des soldats et surtout la flotte française. Dans une guerre où la puissance navale est évidemment déterminante, cette aide change, bien entendu, l'équilibre des forces. Certains historiens considèrent cette réussite comme l'une des plus grandes victoires diplomatiques de l'histoire américaine. Elle permet tout simplement aux insurgés de transformer une guerre coloniale quasi désespérée en conflit international où l'Angleterre se retrouve confrontée à plusieurs puissances européennes. Et Benjamin Franklin, l'ancien apprenti imprimeur de Boston, vient de réussir tout simplement l'un des coups diplomatiques les plus décisifs du XVIIIe siècle. Sans cette alliance française, la victoire américaine de Yorktown en 1781 et donc l'indépendance des États-Unis aurait probablement été impossible. Dans les salons de Paris, on admire le philosophe. Dans les chancelleries européennes, on découvre un stratège redoutable. Et Benjamin Franklin confirme ce que sa vie entière semble démontrer, la puissance d'un homme ne dépend pas de sa naissance, mais bien de son intelligence, de son sens politique et de sa capacité à comprendre les forces du monde dans lequel il agit.